Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. L'idée, ce n'est pas de tout survoler, mais vraiment de plonger au cœur de sa philosophie en partant d'une question, on va dire, assez surprenante. Voilà la question. C'est un peu provocateur, non? Mais c'est au centre de toute la réflexion. Le livre met le doigt sur ce paradoxe étrange. On va suivre à la lettre l'ordonnance du vétérinaire pour notre chien, mais quand il s'agit de la nôtre, c'est une autre histoire. Et c'est vraiment de là que tout part. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Avant même de donner des règles, le livre commence par poser un diagnostic. L'idée, c'est que le monde moderne souffre d'un manque de sens. On identifie d'abord un problème culturel global avant de parler de solutions individuelles. L'argument central, c'est celui-ci. On baignerait dans une culture de relativisme moral. C'est l'idée qu'au fond, il n'y a pas de bien ou de mal absolu, que tout se vaut. Et le résultat, ce serait une génération un peu perdue, sans ce qu'on appelait avant le bon sens pratique. Forcément, cette absence de boussole, ça crée un vide. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment tout ça s'enchaîne. Quand tout est relatif, la seule vertu qui reste, c'est la tolérance à tout prix. Du coup, juger devient le péché capital. Et ça paralyse les adultes, qui n'osent plus vraiment guider les plus jeunes, de peur de leur imposer quoi que ce soit. Alors, face à ce vide, que faire? Eh bien, le livre propose une sorte de carte pour s'orienter dans le monde. Une carte qui repose sur deux forces fondamentales qui régissent absolument tout, l'ordre et le chaos. Voilà la base de tout. D'un côté, on a l'ordre, c'est ce qu'on connaît, c'est la structure, la société, la routine, le prévisible. De l'autre côté, il y a le chaos. Ça, c'est l'inconnu, le potentiel, la liberté, l'imprévu. Et selon l'auteur, toute l'existence humaine se joue exactement sur la frontière entre les deux. Et cette image du rêve est géniale pour comprendre l'idée. L'individu, il est là, suspendu, pile à l'intersection de ces deux forces. C'est un endroit qui peut faire souffrir, bien sûr, mais c'est aussi là que tout se transforme. C'est au centre que le sens apparaît. Ni dans la sécurité totale de l'ordre, ni dans la confusion totale du chaos. Bon, tout ça c'est un peu abstrait, on est d'accord. Alors maintenant, on va passer à un exemple très très concret qui va ancrer toute cette philosophie dans la biologie. Et c'est là, mesdames et messieurs, que le homard entre en scène. Mais pourquoi un homard? C'est simple. L'idée de hiérarchie, de domination, ce n'est pas du tout une invention humaine récente. C'est un mécanisme naturel qui existe depuis des centaines de millions d'années. Et le système nerveux très simple du homard nous permet de l'observer, là, sous nos yeux. En fait, un combat de homard, c'est un rituel très codifié. Ça commence par une sorte de guerre psychologique, à base de signaux chimiques et de postures pour s'impressionner. Chacun jauge l'autre. Si ça ne suffit pas, on passe à une sorte de danse agressive. On essaye de se retourner. Le but, c'est toujours de savoir qui est le plus fort, sans se faire de mal. Le vrai combat, celui où ça peut devenir très grave, c'est vraiment le dernier recours. Et voilà le point clé, le truc vraiment fascinant. La chimie du cerveau du homard change littéralement après le combat. Le vainqueur, hop, il a un pic de sérotonine, il se redresse, il bombe le torse. Le perdant, lui, son taux de sérotonine chute, il s'affaisse, il va éviter les conflits. Sa posture physique reflète son statut, et son statut change sa chimie cérébrale. C'est une boucle. Bon, c'est bien beau les homards, mais quel est le rapport avec nous, les humains? Eh bien, ce mécanisme biologique, qui a des millions d'années, il a des parallèles incroyablement directs avec notre propre cerveau. On a hérité de ces mêmes circuits neuronaux. Du coup, la toute première règle est une action physique très simple. Se tenir droit, adopter la posture d'un vainqueur, ça peut influencer la chimie de notre cerveau et, par ricochet, la façon dont les autres nous perçoivent. C'est cette fameuse boucle de rétroaction, la posture influence le mental qui influence la posture. Ok, on a le diagnostic, on a la biologie. Mais alors, c'est quoi la solution que propose le livre? Si le problème de fond, c'est le manque de sens, alors l'antidote, c'est la responsabilité individuelle. Rappelez-vous la question du début. Ces chiffres sont quand même fous. 1/3 des prescriptions ne sont jamais récupérées à la pharmacie. Et sur les 2/3 restants, la moitié sont mal prises. Ça pose une question fondamentale, non? Le livre suggère que ça vient d'une sorte de doute profond qu'on a sur notre propre valeur. Une sorte de mépris de soi qui vient du fait qu'on connaît parfaitement nos propres défauts. Et c'est cette petite voix intérieure qui nous chuchote parfois qu'on ne mérite pas vraiment de prendre soin de nous. Et on arrive là au message central, au cœur du réacteur. Les règles, ce ne sont pas juste des petits conseils de vie. Elles incarnent une idée bien plus profonde, celle de la responsabilité totale et personnelle pour sa propre vie. C'est à la fois le fardeau et le privilège d'être un être conscient. Alors, vers quoi on tend? Quel est le but ultime de tout ça? Le livre ne dit pas de choisir l'ordre contre le chaos ou l'inverse. Non, l'idée c'est de trouver son chemin pile au milieu, sur la ligne de crête entre les deux.
L'objectif, ce n'est pas d'éliminer la souffrance ou l'incertitude, c'est impossible. C'est de trouver un sens suffisamment fort pour que cette souffrance devienne supportable. Et ce sens, on le trouve là, sur cette frontière, cet équilibre toujours en mouvement entre ce qu'on maîtrise et ce qu'on découvre. Mais attention, ce chemin ne se trouve pas par hasard. C'est un choix actif. C'est décider consciemment de faire face au chaos du potentiel pour le transformer en un ordre dans lequel on peut vivre. C'est le travail de toute une vie. Prendre la responsabilité de son propre être pour, finalement, donner une forme au monde. Et on termine là-dessus avec une question qui ramène toutes ces grandes idées à une échelle très personnelle. Cette fameuse ligne de crête entre l'ordre et le chaos, où est-ce qu'elle se situe dans nos propres vies? C'est une invitation à réfléchir à son propre équilibre entre la structure et le potentiel.